Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes et des enfants d'abord. Aujourd'hui, nous allons parler du protocole sanitaire qui s'applique aux enfants et qui bouleverse grandement l'organisation des parents et des enseignants ces derniers temps. Protocole qui a été, on le rappelle, pseudo-allégé par le Premier ministre Jean Castex, mais qui impose tout de même un rythme complètement infernal à tous, on peut le dire. Nous aurons le plaisir d'entendre le témoignage d'une enseignante en collège et lycée, puis le témoignage d'une maman de 4 enfants sous pression à cause des tests pour cas contacts incessants dans les classes. Et nous aurons l'occasion de discuter de ce voyage en absurdie avec Béatrice Rosen, une actrice franco-américaine très engagée sur le recul des libertés. Enfin, dans la deuxième partie de cette émission, je recevrai le docteur Nicole Delépine qui vient de sortir un livre « Les enfants sacrifiés du Covid, isolement, masques et vaccins ». Et avec elle, nous aborderons l'aspect médical cette fois-ci de cette crise. Voilà pour le programme, avec bien sûr la chronique lecture que vous retrouverez en fin de cette émission avec Anne-Laure Blanc et Valérie Daubigny. Maintenant, à votre tour de travailler, vous cliquez bien sûr sur le pouce en l'air, vous commentez et vous partagez cette vidéo pour embêter. Oui, moi je suis un petit peu plus poli que notre président. Embêtez donc au maximum YouTube et son algorithme. Allez, c'est parti. Les mesures sanitaires pour les enfants, c'est tout un programme. Un grand chamboulement pour eux en premier lieu, mais aussi un drôle de casse-tête pour les enseignants. Justement, j'ai interrogé Laurence, professeure en collège et lycée, sur le protocole sanitaire et les masques en classe. On fait un petit bilan avec elle, on l'écoute tout de suite. Là, c'est vrai que les élèves, ça fait un moment qu'ils le portent. Donc, alors quand ils changent de masque, déjà, on a un petit peu de chance. Déjà, pour donner une ambiance, nous avons reçu au début de l'année un trombinoscope pour chaque classe, évidemment avec des élèves non masqués. Et comme nous avons face à nous des élèves masqués, je reconnais avoir mis un certain temps à pouvoir les reconnaître. Alors déjà, ça met une sorte de barrage entre nous quand même au départ. Voilà, ça c'est pour l'ambiance masque qu'on porte évidemment à l'intérieur et à l'extérieur. Collégiens et lycéens commencent à être vaccinés. Avant le dernier protocole, on s'y perd un peu dans les protocoles. Avant le dernier protocole, cas contact, les élèves restaient chez eux. Donc on avait quand même pas mal d'absents avant les vacances, même beaucoup. Et puis maintenant, quand ils sont cas contact, mais qu'ils ont été vaccinés, ils peuvent revenir en cours. Et moi, personnellement, dans mes classes de seconde, j'ai 11 à 12 élèves qui sont absents, par exemple. Donc pour faire court, c'est quand même très compliqué, d'autant qu'on a quand même pas mal de collègues absents aussi, qui sont positifs, enfin la plupart du temps sont positifs. Et donc, dans mon dernier cours, j'ai pris mon téléphone portable et puis je l'ai utilisé comme micro en faisant un Google Meet pour que ceux qui voulaient bien à distance puissent suivre le cours. Parce que c'est pas obligatoire. J'ai des classes de 5e ou des classes, on n'arrête pas de recevoir des informations, tel élève est positif, tel élève est positif, tel élève est positif, ça n'arrête pas. C'est encore pire qu'avant les vacances de Noël. Alors que la contagion progresse à vitesse grand V partout, voilà une belle démonstration que le protocole semble finalement assez peu efficace, sans compter le fait que les élèves vaccinés peuvent très bien contaminer les autres, et ce, sans même le savoir. Alors vous allez me dire, et les parents dans tout ça, ne les oublions pas, bien sûr. Et oui, ils courent, les parents d'aujourd'hui, entre le travail, la maison, les enfants, les courses et les tests bien sûr. 3 tests ou autotests à réaliser à J0 du contact, puis J2 et J4. Les autotests pour les enfants sont bien entendu gratuits en pharmacie sur présentation d'une attestation, mais ça, c'est seulement quand il y en a en pharmacie, car les demandes explosent et mettent les pharmacies sous pression. Et bon courage, surtout si vous cherchez des tests salivaires pour vos petits, car les pharmacies ou les laboratoires qui en font ne sont pas légion, c'est le moins que l'on puisse dire. Puis, il faut apporter ensuite son résultat ou produire une attestation sur l'honneur, de quoi rappeler en quelque sorte les attestations de sortie du premier et du deuxième confinement. Mais en plus pénible encore, puisqu'il faut passer par la case narine pour autoriser son enfant à retourner à l'école. Alors à ce sujet, je vous propose également de voir le témoignage de Marie, qui est maman de 4 enfants. Elle nous raconte son quotidien tout de suite. C'est vraiment très très compliqué, surtout pour les mamans qui travaillent en fait. Puisqu'on avait un ancien protocole qui imposait donc un test PCR ou antigénique ou salivaire
aux enfants, un autotest à J2, un autotest à J4, sachant que les enfants en périscolaire sont des cas contacts différents des enfants qui vont à l'école, même si ça concerne le même enfant. Aujourd'hui, Monsieur Blanquer a décidé de simplifier ce protocole. Donc, nous avons plus que 2 autotests, un à J2. Alors J2 par rapport à je ne sais pas trop quelle date en fait, au moment où l'enfant est découvert positif, au moment où son test est là, au moment où il a contracté la maladie, enfin on ne sait pas trop. J2, J4, avec 2 attestations sur l'honneur. Comme quoi, notre enfant est bien négatif pour pouvoir le remettre à l'école. Donc, on a reçu des formulaires pour nous inviter à aller chercher des autotests en pharmacie pour nos enfants. Les mairies en fournissent, donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais c'est juste un cauchemar, sachant que les protocoles changent le soir à 22h, à minuit, à 1h du matin, pour le lendemain, 7h. Enfin, c'est vraiment un cauchemar. On ne sait jamais trop si notre enfant va pouvoir aller à l'école, ne pas aller à l'école. La semaine prochaine, ma fille n'a pas école, puisque sa maîtresse est covidée. Et que ça fait 2 ans qu'on a le Covid et qu'en fait, aucun remplaçant n'est disponible. C'était le cas pour mon fils la semaine dernière. Moi, j'ai fait le choix donc de faire des tests salivaires à mes enfants puisqu'il était hors de question de les traumatiser avec 3 bâtons dans le nez. Par conséquent, nous devons nous rendre dans des laboratoires puisque les pharmacies ne font pas les tests salivaires. Et donc, en fait, la semaine dernière, pour mes 2 grands, nous avons attendu plus de 2 heures. C'était un jeudi, il faisait -3 dehors et on a attendu 2 heures par -3, donc dans le froid, avec plein d'autres parents. Donc tous les enfants portaient le masque alors qu'on était dehors, en plein froid. Mes enfants étaient les seuls à ne pas porter le masque, évidemment. Enfin, pas la peine de les traumatiser plus. Voilà, c'était assez délirant, en fait. J'ai vraiment l'impression d'être dans un monde parallèle. Et voilà, nous sommes dans un monde parallèle, un témoignage qui est édifiant sur la vie de maman en ce moment. On en discute tout de suite sur le plateau des femmes et des enfants d'abord. Et pour réagir à la situation, justement, j'ai avec moi par Skype Béatrice Rosen. Bonjour madame. Bonjour, ravie, merci de m'accueillir. Oui, on est ravis également. Alors vous êtes actrice franco-américaine et également maman de 2 enfants. Et vous êtes très engagée sur les réseaux sociaux contre le recul des libertés que la crise sanitaire engendre à grande échelle. Quel a été le déclic finalement pour vous dans cette crise qui a déclenché cet engagement ? Alors, il y a eu plusieurs déclics. D'abord, j'ai été malade au tout début. On a refusé de me tester. Il y a eu plein de choses qui étaient un petit peu incohérentes dès le départ pour moi. Ensuite, j'avais une grand-mère dans un EHPAD. J'ai vu la situation des EHPAD qui était quand même assez catastrophique avec les restrictions terribles qui se passaient, le confinement, etc., le syndrome de glissement pour beaucoup d'entre eux, beaucoup des résidents. Et j'ai 2 petits-enfants, 6 ans et 3 ans, qui sont à l'école et qui vivent toutes les restrictions, tout le protocole très contraignant. Et voilà, donc j'ai été affectée à tous les niveaux dans cette crise, effectivement aussi dans mon travail, enfin à tous les niveaux. Et le 12 juillet, pour moi, ça a été le discours du président et le pass sanitaire, ça a vraiment été le déclencheur. Jusque-là, je m'étais pas vraiment exprimée publiquement, enfin pas plus que n'importe qui, mais là vraiment pour moi la goutte d'eau a été l'instauration du pass sanitaire et les restrictions de plus en plus liberticides. Alors Béatrice Rosen, on vient d'écouter le témoignage de Marie qui a 4 enfants et qui donc, comme vous, connaît le problème des tests et qui, elle, les multiplie par 4, j'allais dire, avec les 3 tests par semaine dès qu'il y a un cas positif, sans parler des trous de scolarisation dont on parle assez peu finalement, mais qui sont très imputables à la situation. Qu'est-ce que vous pensez de ce protocole sanitaire qui est appliqué dans les écoles, puisque c'est ce qui vous concerne de plus près ? Alors déjà, il faut savoir que le protocole a évolué plusieurs fois. Ça a été extrêmement complexe même de savoir où on en était en tant que parent. Et tout ça vient après un confinement, qui était le premier confinement, qui a laissé quand même des séquelles psychologiques chez les enfants. Alors plus ou moins selon les familles, selon les zones d'habitation. Quand on est en ville, c'était plus difficile. Mais le protocole actuel, donc maintenant c'est 3 tests à la maison, donc c'est moins contraignant au niveau des tests.
Ce qui est très contraignant, c'est toujours le port du masque à la récréation, le port du masque pendant les cours de sport, ce à quoi je me suis opposée pour mon fils à l'école, mais il m'a lui-même du coup supplié de le laisser faire du sport avec un masque parce qu'en fait, il était mis de côté pendant l'heure de sport et il était sur un banc seul à regarder ses copains faire du sport. Donc en fait, ça l'affectait d'une autre façon, donc j'ai été un petit peu voilà, comme un peu prise en otage de devoir accepter pour ne pas l'exclure de ses copains. De ses copains, Voilà. Donc oui, de le la vie protocole sociale. est très contraignant toujours encore maintenant. Mais oui, parce que c'est ce qu'on rappelle pas assez, en fait. C'est que les enfants sont masqués à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Pendant ce temps-là, les membres du gouvernement, eux, s'en donnent à cœur joie dans le non-respect des gestes barrières. Est-ce qu'il y a deux camps, finalement, dans cette crise? Ceux qui obéissent et les autres? Alors effectivement, c'est un problème quand les personnes qui font des lois ne se les appliquent pas. Déjà, il y a un problème d'exemplarité. Mais ensuite, je pense que peut-être certaines personnes qui décident de ces lois sont déconnectées et prennent des mesures qui ne sont même pas connectées à des raisons sanitaires. Parce qu'on sait tous à l'heure actuelle que le masque en extérieur n'est pas justifié médicalement. Et donc, de faire porter le masque à des enfants à partir de 6 ans pendant la récréation, pendant le sport, alors que c'est contraire à toutes les notions élémentaires de sanitaire, si vous voulez, de faire du sport avec un masque et d'obstruer la respiration, ça n'a aucun sens. Et ces enfants, du coup, portent un masque pendant 8 à 10 heures par jour, selon s'ils vont à l'étude ou pas. Et effectivement, ça montre une grande déconnexion, voire peut-être un cynisme de la part des gens qui font ces lois. Comment est-ce que vous le vivez, vous, l'apprentissage de vos enfants? Parce que vous êtes à des âges, j'allais dire, qui sont clés, en fait, avec l'apprentissage de la lecture, notamment chez votre plus grand qui doit commencer. Comment est-ce que vos enfants le vivent en classe, le port du masque? Alors, il faut savoir que les enfants, n'ayant pas de comparatif, les enfants ne se plaignent pas tellement en général parce qu'ils n'ont pas de notion de relativité, c'est-à-dire que pour eux c'est comme ça maintenant et donc ils ne se plaignent pas. Mais si vous leur posez la question, ils vont vous dire que ça les gêne, les gêne pour respirer, que ça les gêne même pour jouer avec leurs copains, pour entendre, parce que c'est vrai qu'on n'entend pas de la même façon sa maîtresse. Alors ça accroît les inégalités en plus, parce que dans des familles, par exemple dans notre famille, on a le temps de s'occuper de nos enfants, on a le temps de revoir les choses qu'ils n'auraient pas compris en classe ou vraiment de leur faire leurs devoirs, mais il y a des familles où les parents vraiment travaillent tard, où ils n'ont pas les moyens, et je pense que ça accroît, au-delà des difficultés d'apprentissage et des problèmes concrets que ça pose au jour le jour, ça accroît à terme, ça va accroître les inégalités, et ces enfants grandissent dans un monde où ils ne voient pas le visage ni de leurs copains, ni de leur maîtresse, ni des gens dans la rue en période de port du masque à l'extérieur. Et c'est extrêmement problématique au niveau donc de l'apprentissage, mais aussi psychologiquement, de grandir et de faire son cerveau dans un monde où les gens n'ont pas de visage. Je pense que c'est pas génial. Oui, avec cette moitié du visage du coup qui disparaît dans les possibilités qui sont autres finalement pour gérer quand même l'aspect sanitaire, essayer de ne pas transmettre le virus trop facilement, même si visiblement en ce moment ça fonctionne assez peu. Vous aviez fait des propositions qui étaient assez concrètes dans l'école de vos enfants, avec notamment la proposition d'installer un purificateur d'air. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que ça s'était passé ? Alors, l'année dernière, mon fils était en grande section de maternelle dans une autre école. On l'a changé d'école depuis. Mais on avait proposé d'offrir un purificateur d'air pour la classe pour mettre à l'aise la maîtresse et voilà, et que ce soit bien pour les enfants qui respirent un air purifié. Et ça nous a été refusé. On nous a dit que par souci d'égalité avec les autres classes, ils n'avaient pas le droit d'accepter. Et donc, en fait, on se retrouve dans une situation ubuesque où, au lieu de pas profiter, mais de prendre une opportunité, au moins pour certaines classes, c'est mieux que rien, mais voilà, et ils n'ont pas voulu, donc
C'est dommage. C'est dommage et j'ai un peu l'impression que tout est comme ça, tout est un peu fait en dépit du bon sens, que ce soit les tests, on trouve pas de tests salivaires pour les enfants, c'est extrêmement compliqué. Quand on devait aller les chercher à l'école pour les faire tester, ça pouvait être à n'importe quelle heure de la journée. On nous envoyait même pas dans une pharmacie en particulier, donc on devait errer dans la ville pour chercher une pharmacie qui veuille bien tester par exemple des tout petits de 3 ans, faire des tests salivaires ou des tests dans la bouche. Parce que il y a des techniques différentes de tests. Enfin, des tout tests est très qui sont moins compliqué. invasifs en fait par les salivaires. Alors, on l'a compris, de toute façon, le but d'Emmanuel Macron qui est clair maintenant puisqu'il a été posé sur la table, c'est qu'il veut emmerder les non-vaccinés, je le cite. Est-ce que vous pensez qu'il veut aussi emmerder les enfants finalement ? Je pense que dans le protocole, alors c'est une supputation, je n'en ai pas la preuve, mais je pense que il y a un petit peu d'incitation, ou moi je l'appellerais plutôt de la coercition pour pousser à la vaccination des enfants. Je pense que les protocoles sont rendus extrêmement contraignants, extrêmement difficiles, extrêmement confus, pour peut-être que les gens se disent bon bah ce serait peut-être plus simple si on vaccinait voilà telle ou telle catégorie d'âge. Et je trouve ça extrêmement cynique et quasiment irresponsable parce que tous les dégâts psychologiques ou en termes d'apprentissage sont des choses que ces enfants porteront pour le reste de leur vie certainement. Et voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup Béatrice Rosen pour cet entretien dans Les femmes et les enfants d'abord. On espère malgré tout que cette crise va finir par s'améliorer un jour. Et quant à nous, on reste ensemble pour creuser le sujet car juste après la virgule, on va parler de la santé des enfants dans cette crise sanitaire. Ce sera avec Nicole Delépine, on se retrouve juste après. Bonjour Nicole Delépine, on est avec vous par téléphone. Alors vous êtes pédiatre et oncologue et avec votre mari Gérard Delépine, vous venez de sortir Les enfants sacrifiés du Covid. C'est chez Fauve Éditions. Je vous mets le lien pour vous procurer l'ouvrage juste en dessous, ce sera dans la bio. Voilà, pour vous le constat il est assez clair. Les enfants sont les premières victimes de cette crise sanitaire. Pourtant, si on se concentre un petit peu sur les faits, Nicole Delépine, quels sont les risques du coronavirus concrètement sur les enfants ? Écoutez, bonjour et puis merci donc de nous donner l'occasion d'essayer de défendre une nouvelle fois les enfants qui sont vraiment effectivement les sacrifiés du Covid parce que justement, eux n'ont rien à voir avec le Covid, ils ne font pas de Covid, ils ne font pas de maladies graves, ils font un rhume au pire et c'est tout. Et en plus, ils ne transmettent pas, contrairement à tout ce qu'on a voulu faire croire, ils ne transmettent pas le virus du Covid. Et donc, ils ne risquent pas de contaminer les autres, ni les autres enfants, ni les adultes qui côtoient. C'est pour ça qu'a été démontré dans plein d'articles que, par exemple, les professeurs à l'école ont beaucoup moins de risques d'attraper le Covid par les enfants qu'ils n'ont de risque à la maison avec d'autres adultes. Donc vraiment, le fait d'avoir mêlé les enfants à cette histoire de Covid, c'est une honte absolue, c'est une torture parce qu'on les a bloqués dans plein de domaines qu'on pourrait lister et on a vraiment gâché une génération avec des inconvénients majeurs, différents un petit peu selon les âges, mais dramatiques à tous les âges, du nouveau-né, du nourrisson à la crèche qui ne voit plus le visage des infirmières qui s'en occupent, aux étudiants à la faculté qui voient pas le visage des enseignants et dont les enseignants voient pas le visage. Donc on est vraiment dans un drame absolu qu'on a essayé de synthétiser en quelques pages parce que vraiment il faut que les gens se rendent compte. Ça fait 2 ans, ça continue, ça dure. Il faut vraiment que les gens réfléchissent, se posent 2 minutes et voient qu'il est monstrueux d'avoir mêlé les enfants à cette histoire. Alors, malgré tout, dans les statistiques officielles qui sont disponibles, il y a quelques enfants qui comptent dans les chiffres de la morbidité. Ils sont effectivement très peu nombreux. À quoi cela est dû, si jamais ce n'est pas si grave pour eux ? Si vous voulez, en gros, statistiquement, les quelques enfants qui se comptent moins des deux mains, des 2 doigts de la main, sont des enfants qui avaient des comorbidités, c'est-à-dire d'autres
d'autres maladies, une immunodépression liée à une leucémie, liée à une maladie auto-immune, liée à une maladie grave en cours. Et c'est ceux-là qui, éventuellement, sont morts du Covid ou avec le Covid, en tout cas. Ça concerne finalement les enfants qui sont plus fragiles, in fine. Des enfants pas plus fragiles, qui sont vraiment très très malades. Qui sont très très fragiles. Donc, parce qu'on leur fait peur. On leur dit vous allez condamner votre grand-père, etc. Vous vous rendez compte le poids qu'on fait porter à des enfants, alors que c'est faux en plus. Mais même si c'était vrai, ça serait honteux de leur faire porter ce poids psychologique. Bon, déjà les masques, les tests, c'est grave. Mais bon, on va peut-être pouvoir en sortir et puis à la limite, après, leur faire digérer tout ça en discutant avec eux et tout. Mais une fois qu'on les aura injectés, c'est irréversible. Nicole Delépine, avant de vacciner les enfants, malgré tout, pour l'instant, on se contente majoritairement de les tester à très grande échelle. On a tous vu, je le pense, des vidéos assez violentes d'enfants qui ne sont pas tout à fait en accord d'avoir ce coton-tige qui leur rentre violemment dans le nez et profondément. Moi-même, j'ai assisté à la scène dans la rue, comme ça, ce dimanche dernier. Est-ce que les PCR, les antigéniques ou les autotests, tout ce qui est nasopharyngé, est-ce que c'est vraiment la solution finalement? C'est absolument pas la solution, c'est juste une solution de mettre les parents en condition et les enfants en condition pour qu'ils finissent par dire « Ah, je préfère recevoir l'injection et être vacciné plutôt que d'avoir 3 tests par semaine ». C'est de la manipulation psychologique. Il n'y a rigoureusement aucune raison de faire des PCR, des tests antigéniques aux autres enfants puisqu'ils ne sont pas malades du Covid, on vient de le dire. Vraiment, c'est une manipulation monstrueuse qui d'ailleurs nous coûte quand même au passage 10 milliards d'euros dans l'année 2021, dont 1 milliard d'euros, je crois, dans le dernier mois de décembre 2021. Donc vraiment, c'est une honte absolue, ces tests. Il faut que les parents ne fassent pas tester leurs enfants. Il faut que les parents résistent. Il faut que, parce que c'est quand même une forme de viol de l'intimité du gamin, enfin en plus, je veux dire, c'est ces gosses qui hurlent, mais ils ont fort raison de hurler, et encore plus si vous cédez à l'injection. Nicole Delépine, comment est-ce qu'on explique alors ces propos de plusieurs médecins sur des plateaux qui expliquaient quand même que les enfants étaient des super contaminateurs? Eh bien, parce que c'est des mensonges absolus. Les enfants contaminaient avec la grippe habituelle, effectivement. Alors on peut excuser qu'au tout début de l'épidémie, en mars 2020, les gens n'aient pas vu la différence entre la grippe habituelle, dans lesquelles les enfants effectivement étaient des contaminateurs, et le Covid, où l'expérience a montré qu'ils ne le sont pas. Il y a eu quand même suffisamment de millions de gens et d'équipes qui ont étudié les patients, les contaminés, les non contaminés, etc., chez les enfants et chez les adultes, pour que toutes ces publications internationales qui sont à la disposition de tout le monde, vous pouvez aller les voir sur la banque de données qui s'appelle PubMed, vous pouvez trouver des publications internationales qui montrent que les enfants ne contaminent pas les adultes ni les autres enfants. Donc, ce sont des mensonges. Alors, il y a les mensonges par incompétence. Je veux bien, en mars 2020, il y a eu des mensonges par incompétence et que les gens aient cru que des enfants contaminaient. Mais maintenant, il y a franchement le crime d'incompétence, parce qu'au bout de 2 ans, si on a bien voulu travailler un petit peu son dossier scientifique, on trouve rapidement que les enfants ne contaminent pas. Alors après, maintenant, les gens qui sont sur les plateaux, écoutez, d'abord, si la loi était respectée, on commencerait par leur faire énoncer leur lien d'intérêt avec les laboratoires. Déjà, ça en calmera plus d'un. Et puis voilà, après, il y a des gens incompétents partout, il y a des gens manipulateurs, mais bon, ça n'a jamais été une démonstration scientifique qu'il y ait un mec qui se croit... ou qui se disent médecins, qui viennent dire « Ah là là là, les enfants contaminent ». En quoi est-ce une démonstration ? Alors, Nicole Delépine, j'aimerais qu'on revienne également sur la question des masques sur les enfants. Vous y consacrez une bonne partie de votre ouvrage. Au-delà des aspects psychologiques qui, on le sait, voilà, le masque limite les interactions sociales avec les camarades, avec la maîtresse pour l'enseignement, etc. Est-ce qu'il y a des conséquences sur la santé des enfants dans le fait de porter ce masque ?
Si vous voulez, oui, il y a des conséquences multiples qui, effectivement, justifieraient une émission, hein, puisque bon, ils sont dangereux, puisque ils vous renvoient votre CO2, ils vous renvoient vos gerbes, vos champignons, qui peuvent effectivement être bien cultivés dans cette atmosphère humide. Donc, il y a quand même pas mal d'infections secondaires au port de ce masque. Bon, l'air que vous respirez n'est pas suffisamment réchauffé puisqu'il passe plus par le nez normalement, donc il n'est pas refroidi, le cerveau surchauffe. Enfin bon, donc il y a des maux de tête, il y a des fatigues, il y a des nausées, des vomissements. Il y en a même qui ont perdu conscience, ça dépend du ton qu'on le met et puis de la façon complètement restrictive. Il y a quand même des enseignants qui ont laissé un peu respirer et puis d'autres pas du tout. Donc vraiment, il faut faire très très attention, ce n'est pas du tout anodin. Pas du tout anodin surtout qu'il est porté en intérieur et en extérieur. Physique, si j'ose dire. Hein. Et puis après, évidemment, donc ça empêche la respiration normale, la formation normale de la bouche. Enfin, bon, il y a eu effectivement, on a détaillé un petit peu les observations qu'ont fait les dentistes. Mais bon, vraiment, c'est une catastrophe physique, psychologique. Et évidemment, pour l'apprentissage du langage, les relations avec les autres, c'est pas anodin, parce que c'est effectivement quand vous essayez d'apprendre à lire un enfant, s'il voit pas votre bouche, la façon dont vous formez les lettres, et si l'enseignante ne voit pas la bouche de l'enfant, etc. Donc il y a des retards importants sur l'apprentissage de la lecture, sur l'intelligibilité de la parole. Et tout ça tombe sur des enfants en plein apprentissage. Donc c'est vraiment une catastrophe d'une perversité majeure. Je n'arrive pas à comprendre que une telle tolérance finalement des familles même à cette perte de leur relation. Quand même, il y a des enseignants qui vous expliquent tranquillement, les pauvres désespérés, qui ne reconnaissent pas les gamins qu'ils ont en classe depuis 3 mois quand ils sont dehors. Bien sûr. C'est insupportable, y compris des jeunes étudiants. Donc c'est pas du tout possible d'accepter ça. Nicole Delépine, merci beaucoup. Le temps file. On rappelle votre ouvrage « Les enfants sacrifiés du Covid », c'est chez Fauve Éditions. On le rappelle, vous l'avez écrit avec votre mari qui est chirurgien, oncologue et statisticien. Je ne l'avais pas précisé en début de cet entretien. Voilà un livre utile pour les parents et pour convaincre des effets de cette crise sanitaire sur les enfants. Et justement, puisqu'on parle de lecture, eh bien, juste après, on retrouve une sélection de livres par Anne-Laure Blanc et Valérie Daubigny, comme vous en avez l'habitude, car en ce moment, la lecture est un réel bon moyen de refaire du lien avec vos enfants, particulièrement qui leur a manqué en classe et qui est nécessaire à la maison et qui va leur permettre également de s'échapper un petit peu dans des mondes imaginaires pour s'évader de la situation morose. On se retrouve juste après. Bonjour chers auditeurs et téléspectateurs, je voulais vous présenter aujourd'hui un magnifique album qui est un grand format et qui va parfaitement convenir aux lectures d'hiver quand le brouillard va recouvrir la campagne et la forêt. Le livre s'appelle donc Pleine brume, il est signé de Antoine Guillopé aux éditions Gauthier-Langros. Donc c'est un livre précieux pour les enfants un peu grands ou alors les parents vraiment précautionneux qui va nous emmener dans une forêt. Alors on a des pages en papier calque, des pages découpées en noir et blanc. C'est absolument magnifique. Alors on va suivre un animal dont on saura au bout de quelques pages qu'il s'agit d'une louve, que la louve a rencontré un chasseur, mais elle va s'en sortir, bien sûr. Et donc, nous voilà promenés dans la forêt. On écoute des oiseaux, des sangliers qui passent. Et tout ce petit monde en noir et blanc va s'ouvrir à la magie de la forêt d'hiver. Donc, c'est un livre à raconter avant d'aller se promener, mais aussi le soir, avant de se coucher, parce que c'est un livre qui va ramener le calme. Il va ramener le calme, il est très serein, très paisible, malgré le coup de fusil du chasseur. Mais bon, la louve échappe au coup de fusil et à la fin, elle va retrouver ses petits louveteaux. Donc voilà un très bel album, tout en finesse, tout en découpage, que je conseille donc aux enfants à partir de 5 ou 6 ans, des enfants raisonnables certes, et des parents précautionneux. Donc à lire en famille, un soir d'hiver, et vous allez vous régaler.
grands corsaires, illustration de Loïs Pétillot, texte de Philippe Brochard. Pour tous, garçons et filles, à partir de 10 ans. Et pour les adultes. Ce grand format, qui peut sembler être une bande dessinée, est en fait un documentaire. Mais les jeunes lecteurs qui auront cru ouvrir une bande dessinée ne seront pas déçus. Pourquoi? Parce qu'ils apprendront la différence entre flibustiers, corsaires, pirates, marins de la marine royale. Mais qui étaient ces corsaires? Duguay-Trouin, Surcouf, Jean Bart n'auront plus aucun secret pour eux. Les bateaux sur lesquels ils naviguèrent, les mers qu'ils explorèrent, leurs aventures, tout cela est raconté de manière très précise, très documentée, dans ce grand format merveilleux aux illustrations pleines pages tout à fait enthousiasmantes. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se quitte sur ce dessin qui parlera sans doute aux parents. Il s'agit de la préparation pour partir à l'école, des départs le matin qui sont un peu tendus en ce moment. Personne ne dira le contraire, je le pense. Surtout lorsqu'il ne faut pas oublier le résultat du test que l'on a dû faire ou alors l'auto-attestation qu'il s'agit de produire et à ne pas oublier de glisser dans le cartable des enfants, de quoi se transformer rapidement en dragon. N'hésitez pas en tout cas à partager cette émission autour de vous, à faire tourner le message, montrez-la aux parents de votre entourage, je vous le répète, mais c'est très important. Mobilisons-nous tous ensemble pour faire pression sur la gestion de cette crise. Je crois que vous avez compris que c'est la thématique majeure du moment. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo en cliquant sur le pouce en l'air et laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez. Je tâche d'y répondre régulièrement, comme vous le savez. Quant à nous, on se dit à très vite sur TV Liberté.